un travail de doctorat a été entrepris par Madame Lafosse-Marin à Paris pour comprendre et analyser ces dessins en fonction du rapport qu'ils ont eu à l'école avec la science. Et on observe des phénomènes très différents. Un scientifique est souvent fermé et incompréhensible, et qui peut changer pour celle-là. Faire de la science signifie faire des choses, étudier, avoir un contenu concret. La première vision est très souvent la vision spontanée. La seconde est très souvent la vision lorsque l'enseignement a été fait de manière active et participative. La première vision présente presque toujours un homme seul. La seconde vision met en jeu des hommes et des femmes qui travaillent ensemble. La première vision donne au visage du scientifique une image souvent diabolique, terrible, menaçante. La seconde vision donne une image chaleureuse, positive, souvent un visage d'enfant. Il y a donc une appropriation de l'activité scientifique qui est à faire. Donc au lieu de transférer, de remplir la tête de l'enfant avec des réponses à des questions qu'il ne sait pas poser, il vaut mieux partir des questions et remplacer l'enseignement vertical. Le professeur sait et remplit la tête de l'enfant, comme on remplirait une bouteille vide, par une relation horizontale. Et cette relation horizontale, elle comprend 3 acteurs, et non pas 2. L'enseignant, l'élève et la nature. Parce que, comme le disait le grand Galilée, la science, c'est de poser des questions à la nature. Et l'art de la science, c'est de poser les bonnes questions. Et Einstein rappelait que notre incapacité à poser les bonnes questions fait que la nature nous répond souvent peut-être oui, peut-être non. Mais quand on pose la bonne question, alors on a une réponse intéressante. Nous pensons que pour le XXIe siècle, pour l'éducation de tout citoyen, mais aussi pour faire les meilleurs scientifiques, techniciens, ingénieurs, il faut ajouter un 4e, lire, écrire, compter, raisonner. Et que la science est le bon outil pour communiquer cette capacité de raisonner. Alors, quelques caractéristiques de cette époque d'or de la curiosité. Chacun sait, les parents, les professeurs, que c'est le temps des pourquoi. Mais des pourquoi qui restent sans réponse ou qui ont des réponses, par exemple, je ne sais pas, demande à ton professeur. Et quand le professeur dit je ne sais pas, c'est fini. Ou bien tu verras plus tard. Ou bien c'est trop compliqué pour toi. Ou bien c'est pas pour les filles. Alors la curiosité s'arrête. Je cite ici naturellement le titre de notre rencontre, Perque l'acqua bolle. On peut répondre à cette question à tous les niveaux. Au niveau de l'école primaire, mais au niveau de la mécanique quantique. C'est une question qu'on peut tirer et que les scientifiques tirent depuis 2 siècles, au moins. Le grand physicien Kelvin disait « Donnez-moi une bulle de savon et je peux l'étudier toute ma vie et en tirer l'une après l'autre les leçons de toute la physique. » Et il avait raison. Donc cette idée qu'il n'y a pas de situation scientifique privilégiée, exceptionnelle, mais que tout prête à science. Domaine nouveau de la science,
sur la matière molle, sur ces formes d'organisation de la matière qu'on trouve dans les cristaux liquides qui font les afficheurs de nos montres, ou qu'on trouve dans le tas de sable, ou la formation d'un tas de farine quand on fait une tarte. Donc la science, c'est avant tout cette capacité-là qu'il faut que les professeurs comprennent. Alors nous travaillons aussi, mais plus récemment, à cause de la priorité donnée à la langue, sur le rapport avec les mathématiques. Je ne développerai pas ce point, mais je donne simplement l'exemple d'une magnifique séquence que j'ai observée en Chine dans une classe, comme initiation à la statistique. On fait tomber un bâton de craie, on donne des bâtons de craie à tous les enfants de la classe, et ils le font tomber dans les mêmes conditions, c'est-à-dire en le mettant sur le bord de la table, et puis en le poussant. Voilà. Alors le bâton tombe et il se casse en plusieurs morceaux. Et on fait tracer l'histogramme des nombres de morceaux aux enfants. Alors chacun, c'est de la psychomotricité, madame. Chacun court, ramasse les morceaux, va au tableau, met une croix dans la case et on voit l'histogramme se construire en un quart d'heure. Et naturellement, l'exploitation pédagogique est très intéressante parce qu'il y a l'idée de valeur moyenne et l'idée de dispersion, qui est une idée qui apparaît concrètement. Et on peut dire, si je lâche maintenant un morceau, quelle est la valeur la plus probable du nombre de pièces qui vont apparaître? Évidemment, les enfants ont compris qu'on a ici la valeur la plus probable, mais en même temps, la dispersion des mesures. Entre écoles de différents pays, voilà le réseau Eratosthène. Ces réseaux sont très importants pour nous parce qu'ils veulent manifester concrètement pour les professeurs l'universalité de la science. Le fait que en Amérique, en Asie, en Afrique, partout, la mesure de la longueur du nombre permet de calculer la circonférence de la Terre, à condition de connaître sa position. Et j'aime beaucoup cette image parce que je l'ai prise le jour du solstice, 21 juin, à la bibliothèque d'Alexandrie, à l'endroit même où Ératosthène, il y a 25 siècles, a fait la mesure de la circonférence de la Terre. Et vous voyez ces jeunes Égyptiennes, en fin d'école primaire, faire la même mesure et annoncer quelques heures plus tard, ce qui n'a malheureusement pas été sorti ici, la valeur d'un rayon compris entre 6300 et 6500 kilomètres. Vous imaginez la joie intérieure de ces enfants d'avoir pu mesurer la Terre avec l'ombre d'un crayon à l'endroit même où dans l'histoire cette mesure a été faite pour la première fois. Ça me permet de souligner l'importance que nous donnons à l'histoire des sciences dans la pédagogie.